Messieurs, dames, bonsoir. Merci encore une fois d'être là. Merci de votre intérêt pour ce beau thème, la masse, dans toutes les disciplines de physique. Merci à Marc Lachiaizeray d'être venu pour discuter sur cette question de la masse. Marc Lachiaizeray est astrophysicien et cosmologiste, directeur de recherche au CNRS et il est chercheur au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, que l'on surnomme APC, à Paris. Et Marc Lachiaizeray est bien placé pour nous faire voyager à l'intérieur des disciplines de la physique autour de ce thème, autour de cette notion de masse, puisqu'il connaît très bien la relativité restreinte, la relativité générale, les théories de la gravitation et tout ce qu'on observe, toutes les questions qui se posent autour de la masse et de la gravitation quand on observe les galaxies et l'univers. Donc nous allons prendre la question dans le sens inverse de ce qui est indiqué, puisque nous attendons Étienne Klein qui ne saurait tarder. Et au lieu de commencer par le boson de Higgs et surfer sur la vague, la Higgsmania des médias actuels, nous allons démarrer plutôt par la masse qui nous concerne directement et la masse que l'on observe quand on regarde l'univers. Alors, ce qui nous a inspiré un petit peu à Universcience, cette question de notion de masse, réviser un petit peu cette notion, c'est à la fois effectivement l'actualité de la physique, avec la découverte confirmée maintenant au LHC de cette particule de Higgs qui a été pourchassée pendant plusieurs années, et au moins 20 ans au LHC. Mais aussi des réactions de part et d'autre, et du public en particulier, qui nous demandent mais comment on passe de la question de la masse des particules, qui serait expliquée, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, par la présence de ce boson de Higgs, à la masse que l'on a soi, qui nous donne du poids sur la Terre, à la masse de la planète, à la masse de la Lune qui tourne autour de la planète et de tout ce qui se trouve dans l'univers. C'est une question intéressante, mais difficile. C'est certainement ce que nous allons voir. La masse aussi, c'est une notion de physique qui est fondamentale. C'est un peu comme le temps. On ne peut pas parler de matière et de mouvement, donc les deux grands thèmes de la physique, sans parler de la masse et sans parler du temps. Et la masse, on en a parlé déjà, Aristote en parlait avec le temps lorsqu'il voulait décrire des mouvements. Galilée ensuite a fait des expériences un peu poussées, un peu quantitatives sur des plans inclinés, etc. Il a commencé à dégager des lois physiques faisant intervenir la masse. Il a au passage réfuté quelques lois qu'avait cru établir Aristote. Newton ensuite a établi la loi de la gravitation et ce faisant, il a unifié la description des mouvements des masses sur la Terre et la description des mouvements des masses dans le ciel, puisqu'il a remarqué que la pomme qui tombe ou la Lune qui tourne autour du Soleil, eh bien, ça a la même cause, il est représenté par la même loi. Et puis ensuite, on a eu Einstein, et là, on a eu un bouleversement de l'idée de la masse avec la relativité restreinte qui faisait une équivalence entre la masse et l'énergie, et la relativité générale qui propose une autre description, une description géométrique de la gravitation. Alors tout ça, tu vas peut-être nous le rappeler d'une manière plus claire que je ne le fais, mais surtout la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut passer de la masse des particules à la masse d'un corps comme le mien? C'est une question difficile et je ne crois pas que je vais apporter de réponse satisfaisante. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on ait vraiment fait le lien entre ce que nous dit le modèle standard de la physique des particules, qui indique que la masse d'une particule
en fait, n'est pas quelque chose qui serait attaché à la particule, mais c'est une propriété de l'interaction de cette particule, qui a priori n'aurait pas quelque chose qu'on appelle la masse, avec ce fameux champ de X. Et l'idée, c'est que la masse, ce qu'on appelle la masse, serait en fait l'expression du résultat de cette interaction. Bon, mais ça, c'est plutôt le côté physique des particules. Et on a convenu que c'était Étienne qui en parlait. D'ailleurs, je crois que j'aurais beaucoup de mal à en parler davantage. Mais effectivement, ce que je peux dire, c'est que on utilise bien sûr dans la vie de tous les jours, dans la physique, dans la dynamique, dans la gravitation, dans la relativité générale, dans la cosmologie, on en parlera un petit peu, ces notions de masse ou de densité de masse, puisque quand on a des masses réparties dans un volume, commodément on parle de densité de masse, c'est-à-dire quelle quantité de masse il y a dans un volume donné. Donc on parle de toutes ces notions de masse des objets, mais on ne fait pas référence à l'origine possible de ces masses par l'interaction avec le champ de X dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je dirais que cette problématique du champ de X, qui a bien sûr passionné les physiciens des particules, n'a pas eu beaucoup d'impact dans les autres branches de la physique. Et c'est un signe finalement d'une caractéristique de notre physique contemporaine, c'est qu'il y a vraiment une séparation entre au moins deux domaines, qui est le domaine, disons, de ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire essentiellement la physique nucléaire, la physique des particules, la physique atomique, les interactions entre la matière et la lumière, donc tout ça, les lasers, les transistors, les semi-conducteurs par exemple, d'un côté, et puis de l'autre côté, tout ce qui est à grande échelle, les mouvements, la navigation spatiale, les télécommunications, la propagation des ondes, etc. Et la première partie est donc décrite par la physique quantique, la seconde partie plutôt par les théories de la relativité, et les deux ne coïncident pas vraiment, on n'arrive pas à les accorder, et finalement elles correspondent également à deux visions du monde différentes, et ces deux visions du monde, on n'arrive pas à les accorder. Donc c'est un problème aujourd'hui de la physique fondamentale, un problème qui est bien identifié par les physiciens, et que bien sûr les physiciens cherchent à résoudre. À résoudre comment? En cherchant une nouvelle théorie qui serait plus fondamentale, et qui serait à la fois une généralisation de la physique quantique et une généralisation des théories relativistes einsteiniennes, et une généralisation qui permettrait de traiter à la fois les problèmes qu'on traite aujourd'hui dans le cadre de la physique quantique et les problèmes qu'on traite aujourd'hui dans le cadre de la relativité, puisque heureusement, aujourd'hui, quand on a affaire à un problème de physique, eh bien, en général, soit ça tombe dans le domaine de la physique quantique, par exemple si on veut construire des semi-conducteurs ou choses comme ça, soit ça tombe dans le domaine de la relativité, si on veut par exemple s'intéresser à la navigation spatiale, aux télécommunications, à la dynamique, à la cosmologie, mais en général, ça tombe rarement dans les deux, heureusement, puisque dans ces cas-là, on ne saurait pas que faire, puisque nos deux théories finalement donneraient des réponses différentes. Mais il y a deux domaines qui font exception à ça, qui sont le domaine de l'univers très primordial, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années. Ça, on ne sait pas répondre, justement parce qu'on pense qu'à la fois doivent intervenir les deux théories et on ne sait pas les concilier. C'est ce qu'on appelle l'ère de Planck. Et puis ce qui se passe sans doute au voisinage des trous noirs, parce qu'on a une situation où on a un champ gravitationnel extrêmement dense, c'est un peu extrêmement intense, c'est la définition des trous noirs, et on a aussi des effets quantiques qui sont sans doute très intenses, mais on ne sait pas vraiment les décrire. Il y a énormément de débats depuis les travaux de Hawking il y a quelques décennies, et encore aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas tout à fait notre sujet. Donc je reviens à cette notion de masse, maintenant que je vous ai donné cet avertissement. Et cette notion de masse, comme l'a dit Bénédicte, elle remonte assez loin, mais je pense qu'on peut s'arrêter à Newton, qui finalement l'a formalisé, et on a donné en quelque sorte une définition tout à fait opératoire. Et il se trouve que la notion de masse, premièrement, intervient dans deux domaines, qui sont la dynamique et la gravitation, que je distingue, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, et que je distingue parce qu'en fait, ce que Newton introduit, et ce que l'on doit introduire en physique, jusqu'à la relativité, c'est non pas une notion de masse, mais trois notions de masse différentes, qui s'appellent, premièrement, la masse inertielle, deuxièmement, la masse gravitationnelle, et en fait, masse gravitationnelle passive et masse gravitationnelle active. Donc, trois grandeurs
qui a priori sont différentes, parce que vous allez voir qu'elles ne jouent pas le même rôle. Et ce qui est assez mystérieux, finalement, c'est qu'ensuite Newton va s'apercevoir, mais Galilée s'en était déjà aperçu, et puis d'autres, que ces trois masses, finalement, elles sont décrites par une seule grandeur. C'est quelque chose d'assez surprenant que trois quantités qui sont définies de manière différente, qui jouent des rôles différents, se révèlent finalement égales. Alors ces trois masses, premièrement la masse d'inertie. Qu'est-ce que c'est que la masse d'inertie? La masse d'inertie, c'est une propriété d'un corps, disons, d'un système. On va prendre une particule, on pourrait prendre une pomme ou une fusée ou un boulet de canon ou une planète, aujourd'hui une particule élémentaire, tout ce qu'on veut, quelque chose qui est susceptible d'être mis en mouvement. Et finalement, la masse d'un objet caractérise sa faculté de résister au mouvement. Autrement dit, si j'applique une force sur un corps, par exemple en poussant ou en mettant un moteur, plus la masse du corps est élevée, moins il va avoir tendance à se mettre en mouvement. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Si je prends un moteur de mobilette et que je le mets sur un camion, le camion il va avancer très doucement sous l'effet du moteur de mobilette. Donc c'est la même force que j'applique à la mobilette et au camion, mais comme la mobilette a une masse plus faible, elle va accélérer beaucoup plus. Et très exactement, la loi de dynamique de Newton nous dit que quand on applique une force donnée, une force F, le corps auquel on applique cette force va prendre une accélération qui est égale à cette force divisée par la masse. Donc évidemment, pour une force donnée, plus la masse est élevée, plus l'accélération est faible. Autrement dit, la masse d'inertie, je répète, caractérise le fait que les corps résistent au mouvement. C'est pour ça qu'on l'appelle inertie, parce que l'inertie, c'est un autre nom que l'on peut donner à la résistance au mouvement. Un corps, quand on ne lui applique pas de force, il a tendance à rester immobile, et si on lui applique une force, évidemment il va bouger, mais il a quand même envie de rester immobile, et on peut dire que la masse, c'est la mesure de cette propension du corps à rester au repos. Ça, c'est la masse d'inertie, qui n'a rien à voir avec la gravitation. Parce que là, je ne vous ai pas parlé de gravitation. On peut dire, par exemple, c'est un corps qui va se mettre en mouvement sous l'effet d'une force électrique, sous l'effet d'un moteur, parce que je le pousse. La gravitation n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc la deuxième chose, c'est la masse gravitationnelle, qui se présente sous deux aspects, passive et active. Et on peut la comprendre finalement comme une sorte de charge. De la même manière qu'on a une charge électrique qui va déterminer la manière dont les particules, par exemple, ou n'importe quel objet réagit vis-à-vis du champ électrique ou du champ électromagnétique, eh bien la masse, que l'on peut concevoir à ce moment-là comme la charge gravitationnelle, indique de quelle manière un corps va réagir à la gravitation. Alors dans les deux sens, c'est-à-dire la masse gravitationnelle passive indique la manière dont le corps réagit en présence de gravitation, et la masse gravitationnelle active indique la manière dont le corps va créer de la gravitation, qui à son tour, cette gravitation, va agir éventuellement sur les autres corps. Alors la première chose, c'est que masse gravitationnelle active et passive sont égales. C'est-à-dire que la faculté d'un corps à ressentir la gravitation se mesure de la même manière que la faculté qu'il a de la créer. Autrement dit, la masse gravitationnelle active est égale à la masse gravitationnelle passive. Alors ça, c'est pas très étonnant parce que c'est la même chose pour la charge électrique. La charge électrique, comme je l'ai dit, c'est la même charge électrique qui indique comment le corps réagit à un champ électrique et comment le corps va créer lui-même un champ électrique. Un électron crée un petit champ électrique dont la valeur est indiquée par la charge de l'électron. Et quand l'électron est plongé dans un champ électrique, comme par exemple dans un champ cathodique, dans le tube cathodique d'une télévision, il est accéléré par ce champ cathodique. Et la force exercée par l'électromagnétisme est aussi proportionnelle à la charge de l'électron. Donc, de la même manière qu'on a une charge électrique, on a une charge gravitationnelle. Ah ben voici le boson de Higgs. 20 ans pour le découvrir.
Donc, oui, la masse, les deux masses gravitationnelles sont égales. Donc, on ne va plus parler de masse passive, de masse active. On parle d'une seule masse. Mais on va revenir tout à l'heure à cette distinction parce qu'elle est intéressante quand on va arriver à la théorie d'Einstein. Donc, on a d'un côté, finalement, masse gravitationnelle et de l'autre côté, masse d'inertie. Et le grand mystère, qui a été donc remarqué, constaté par Newton, c'est que ces deux choses sont égales. Ces deux choses sont égales, ça avait déjà été remarqué par Galilée, et cette égalité, finalement, porte le nom en physique de principe d'équivalence. Donc, la nature obéit au principe d'équivalence, qui est une manière de dire que la masse inerte obéit à la masse gravitationnelle. Comment ça se fait alors que ce sont deux quantités qui concernent des domaines différents, encore une fois, la dynamique et la gravitation? Pourquoi, par exemple, la masse d'inertie, plutôt que égale à la charge gravitationnelle, n'est pas égale à la charge électrique? Elles sont complètement différentes, elles n'ont rien à voir. Et pourtant, elle est égale à la charge gravitationnelle. Donc, grand mystère. Newton, Galilée l'ont constaté. Newton incorpore ça dans sa théorie, mais il n'a pas d'explication. La nature est comme ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, mais on ne sait pas. Bon. Alors la masse, elle est définie comme ça fonctionne dans la théorie newtonienne et ça va fonctionner à peu près jusqu'au XXe siècle. Sachant qu'ensuite la masse, c'est quelque chose qui s'additionne, c'est-à-dire quand on a deux particules, la masse des deux particules, c'est la somme des masses des particules. Donc c'est un concept finalement assez simple à manipuler. Mais on va s'apercevoir au XXe siècle que finalement, c'est pas tout à fait aussi simple. C'est-à-dire que ce qui crée la gravitation, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la masse gravitationnelle active, mais en fait, on va s'apercevoir que c'est pas tout à fait ça. Que c'est en fait une notion plus vaste qu'il faut utiliser, c'est la notion d'énergie. En simplifiant un peu, parce que la notion d'énergie pose elle-même problème dans les théories einsteiniennes, mais un des apports de la théorie einsteinienne, c'est de dire ce qui crée la gravitation, ce n'est pas la masse, c'est l'énergie. Quant à la masse, c'est vrai qu'elle crée aussi de la gravitation, mais ça n'est qu'un des aspects possibles de l'énergie. L'énergie, il y a d'autres aspects. Par exemple, il y a l'énergie cinétique. Quand un corps se déplace, il a une énergie due à son mouvement qu'on appelle l'énergie cinétique. Ou quand deux objets sont en relation avec l'autre, ils sont attachés, ça représente ce qu'on appelle une énergie de liaison. Et cette énergie de liaison va, elle aussi, engendrer de la gravitation. Et c'est la raison pour laquelle la masse de certains atomes n'est pas égale à la somme des masses des particules qui le composent. Parce que justement, entre ces particules, il y a une énergie de liaison que l'on peut récupérer quand on va casser l'atome, par exemple. Et c'est pour ça que les réactions nucléaires... Donc ma masse à moi, c'est voilà, pas la somme des masses des particules qui te composent. Voilà, nous répondons à cette question. Donc, finalement, on s'aperçoit que la notion de masse gravitationnelle... c'est pas ça la source de la gravitation. La source de la gravitation, c'est quelque chose de plus vaste, c'est l'énergie dont la masse ne représente qu'un aspect. Alors là, il y a un problème de vocabulaire parce qu'il y a des gens qui appellent finalement cette énergie source de gravitation, qu'ils appellent quand même la masse. Ça crée un peu des confusions. Donc, je crois qu'il vaut mieux, c'est les recommandations que l'on fait actuellement, dire qu'à une particule, on associe sa masse au repos. Et elle aura toujours au minimum cette énergie de masse au repos. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est la fameuse relation E égale mc2. Ça veut dire E, c'est une énergie, m, c'est la masse. Ça veut simplement dire que c'est la même chose. Masse ou énergie, finalement, je parle ici de masse gravitationnelle, c'est ce qui crée la gravitation. Et quand on dit E égale mc2, le C2, finalement, c'est le carré de la vitesse de la lumière, mais c'est simplement une constante de proportionnalité, de conversion plutôt, parce qu'on n'a pas l'habitude, en général, de décrire les masses et les énergies avec la même unité. Donc il faut un facteur de conversion, mais en général, les physiciens s'arrangent pour trouver des unités où ce facteur de conversion est égal à 1. Donc au lieu d'écrire E égale mc2, ils écrivent E égale m. Ce qui veut dire que finalement, quand on a une particule au repos de masse m, son énergie, la source de gravitation, c'est E. Mais si cette particule n'est pas au repos, si par exemple elle est en mouvement, eh bien son énergie, c'est pas sa masse au repos. C'est quelque chose de plus grand qui incorpore aussi son énergie cinétique. Il peut y avoir aussi de l'énergie de liaison, etc. Donc on arrive à une conception où finalement, premièrement, la source de gravitation, ça va être non pas la masse, mais l'énergie. J'ai encore un peu de temps ? Oui, merci. Donc...
Maintenant, ce qu'a découvert Einstein avec la relativité, c'est quelque chose de différent qui concerne plutôt la masse d'inertie et la masse gravitationnelle passive. Parce que finalement, Einstein, comme beaucoup d'autres, était tourmenté par le mystère que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire cette identité entre la masse d'inertie et la masse gravitationnelle passive. A priori, ça n'a rien à voir et pourtant c'est la même chose. Comment expliquer ce mystère ? Tous les physiciens, depuis Newton, les philosophes aussi, se sont penchés sur la question et c'est finalement cette question, essentiellement, Einstein l'a écrit, l'a dit, qui a motivé Einstein pour rechercher une nouvelle théorie qui remplacerait celle de Newton, théorie qui s'est finalement révélée être la relativité générale. Et en relativité générale, eh bien, tout simplement, ces deux notions disparaissent. C'est-à-dire que si je veux décrire, par exemple, le mouvement de la Lune dans le système solaire, eh bien, on s'aperçoit que la masse de la Lune n'intervient pas. Pourquoi ? Parce que le mouvement de la Lune dans le système solaire, il est sous l'effet de la gravitation. Donc, s'il y a un champ gravitationnel que j'appelle par exemple E, la force qui s'exerce sur la Lune, c'est le produit de E par sa masse gravitationnelle, ME. Et l'accélération que va prendre la Lune, c'est la même chose divisée par sa masse d'inertie. Donc, c'est E, le champ, multiplié par le rapport de la masse gravitationnelle sur la masse d'inertie. Et je vous ai dit que ce rapport, puisque les deux choses sont identiques, c'est la même chose. Donc finalement, quand on étudie le mouvement des corps, les notions de masse gravitationnelle passive et de masse d'inertie disparaissent complètement quand on étudie le mouvement des corps sous l'effet de la gravitation. Donc, elles disparaissent. Et finalement, l'identité de la masse d'inertie et de la masse gravitationnelle passive n'existe plus non plus. Il n'y a rien à expliquer, puisque, si vous voulez, dans la théorie, le fait que tous les corps prennent le même mouvement dans le même champ de gravitation, c'est quelque chose qui en ressort directement. Pourquoi ? Parce que la gravitation est décrite de manière géométrique. La gravitation est définie comme la courbure de l'espace-temps, et ce qui va déterminer le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation, ça n'a rien à voir avec sa masse, ni d'inertie, ni gravitationnelle. C'est quelque chose, le corps va tout simplement décrire ce qu'on appelle une géodésique de l'espace-temps, c'est-à-dire il suit la courbure de l'espace-temps. Donc Einstein a répondu d'une manière extrêmement brillante à cette question, ce mystère newtonien de l'identité de la masse d'inertie et de la masse gravitationnelle, en faisant tout simplement disparaître les deux concepts et en énonçant une théorie dans laquelle ce fameux principe d'équivalence est là par construction, parce que la théorie est une théorie géométrique. Mais il reste la masse gravitationnelle, je vais finir là-dessus parce que c'est, rassure-toi, c'est lié à la notion de masse cachée dont je dois vous parler. Donc ce qui reste, c'est la notion de masse gravitationnelle qui est ce qui crée la gravitation. Ce qui crée la gravitation, ou pour le dire dans le langage de la relativité générale, ce qui crée la courbure de l'espace-temps. Et cette courbure de l'espace-temps, on la met en évidence parce que les objets qui se déplacent suivent la courbure, donc il suffit de regarder comment les objets se déplacent et on connaît la courbure. Et donc si on est malin, on sait calculer quelle est la masse gravitationnelle, ou plutôt comme je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la distribution d'énergie qui, par son effet gravitationnel, a créé cette courbure de l'espace-temps. Donc, source de la courbure de l'espace-temps, selon la théorie d'Einstein, c'est l'énergie en général, ce qu'on appelle l'énergie-impulsion dans la théorie, en particulier la masse, mais pas seulement la masse. Alors, quand on regarde dans l'univers, eh bien, on voit des étoiles en mouvement, des galaxies en mouvement, et puisqu'elles sont en mouvement, ça veut dire qu'elles suivent la courbure de l'espace-temps. Et si on analyse ces mouvements de manière précise et astucieuse, on reconstitue la courbure de l'espace-temps. De la même manière que si vous aviez, par exemple, je ne sais pas moi, des fourmis qui se promènent sur une feuille invisible, vous regardez les fourmis, vous regardez les mouvements des fourmis et vous allez reconstituer la forme de la feuille que vous ne voyez pas. Bon, ben là c'est pareil, on ne voit pas l'espace-temps, on ne voit pas la courbure de l'espace-temps, mais comme tous les objets dans l'univers suivent la courbure de l'espace-temps, eh bien, on la reconstitue en faisant des observations avec des télescopes, des mouvements des étoiles dans les galaxies. Peut-être on parlera des détails si vous me posez la question. Et donc, on reconstitue la courbure de l'espace-temps. Et puis ensuite, la théorie d'Einstein, précisément, par son équation fondamentale qui s'appelle l'équation d'Einstein, nous dit comment une distribution d'énergie
d'énergie impulsion donnée crée la courbure de l'espace-temps. Autrement dit, on peut aller à l'envers et on se dit, si on connaît la courbure de l'espace-temps, eh bien, on doit pouvoir en déduire la distribution de masse, énergie et impulsion qui est à l'origine de cette courbure. Et c'est exactement ce que font les astronomes, par exemple dans les galaxies. Et quand ils font ça, ils s'aperçoivent qu'il y a une différence entre cette distribution de masse-énergie qu'ils reconstituent et ce qu'on observe. C'est quoi ce qu'on observe? C'est tout ce qu'il y a comme masse-énergie dans la galaxie, c'est-à-dire il y a des étoiles, il y a du gaz, il y a des poussières, il y a peut-être des planètes, il y a des cailloux, des choses qu'on inventorie de cette manière. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Si on fait l'inventaire de tout ce qu'on voit comme objet, donc ces étoiles, ce gaz, etc., et qu'on calcule la courbure de l'espace-temps qui est créée, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout pour expliquer le mouvement des étoiles que l'on observe. Donc il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre la masse que l'on voit et la masse que l'on reconstitue par l'intermédiaire de la dynamique de la courbure de l'espace-temps. Et comment expliquer cette différence? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. La réponse qui a été donnée, ce problème date de presque un siècle. Disons dans les années 1930, il a été établi en analysant la dynamique des amas de galaxies. Donc, réponse possible, c'est très bien, on voit de la masse, mais il y a peut-être aussi des tas d'objets qu'on ne voit pas, qui ont de la masse, mais qui sont invisibles. On va appeler ça la masse invisible, ou la masse cachée, ou la masse noire, parce que si c'est noir, on ne le voit pas. C'est une hypothèse pour répondre à la question. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas la seule hypothèse. Alors, si on veut retenir cette hypothèse, il faut qu'on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette masse cachée? Peut-être c'est des planètes, parce que les planètes, on ne les voit pas. On est ébloui par les étoiles, on ne voit pas les planètes. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de planètes, parce que cette masse cachée, quand on l'estime, si c'est ça la réponse au problème, il doit y en avoir 10 fois plus que de masse visible. Donc c'est énorme. Ça voudrait dire qu'autour de chaque étoile, la masse des planètes devrait être 10 fois plus que la masse des étoiles. Or, dans le système solaire, la masse de toutes les planètes, c'est à peu près 1 millième. Donc on est très très loin du compte. Ça voudrait dire qu'il faudrait énormément de planètes. Et ça, maintenant, le problème est réglé. On s'est aperçu qu'il y avait bien quelques planètes autour des étoiles, mais certainement pas assez pour expliquer ça. Si ce n'est pas des planètes, peut-être que c'est des cailloux, qu'il y a plein de cailloux. Non, ça ne marche pas. Peut-être que c'est des trous noirs, parce que les trous noirs, on ne la voit pas. On s'aperçoit que si c'était des trous noirs, ils auraient un autre effet, on les verrait donc indirectement. Donc ce n'est pas des trous noirs. Et puis, on a passé en revue comme ça toutes les possibilités de ce qu'on connaît, et ça ne marche pas. Ça fait un siècle qu'on essaye. Donc, on va dire, après tout, peut-être qu'on ne connaît pas tout. Et les physiciens des particules nous disent, oui, nous, on n'est pas très sûrs de toutes les particules qui existent. Il y a peut-être bien des particules qu'on ne connaît pas et qui pourraient exister. Donc, on s'est dit, une particule, ça pèse pas lourd, mais s'il y en a beaucoup, ça peut peser lourd. Donc, les physiciens se sont dit, peut-être que dans les galaxies, dans les amas de galaxies, à côté des étoiles, du gaz, qui sont constituées de matière ordinaire qu'on connaît, il y a des particules élémentaires, évidemment chacune très peu massive, comme peut-être un électron par exemple, mais il y en a tellement que ça fait, avec cette accumulation, 10 fois plus que la masse visible. Alors, est-ce que c'est le cas? Du point de vue de la théorie, à peu près tout est possible. Si vous voulez, depuis quelques dizaines d'années, je ne sais pas, il y a peut-être eu, je dirais qu'il y a eu plus de 1000 propositions de particules où on dit, voilà, il doit exister une particule qui a telle masse, telle charge, telle interaction avec les autres, etc. Puis cette particule, on montre que ça ne peut pas exister. Donc ensuite, Donc on est un peu dans quelque chose de très brouillon, mais en même temps, les physiciens des particules se disent, s'il y a des particules comme ça, elles ne peuvent certainement pas interagir beaucoup, parce que si elles interagissaient beaucoup avec le reste de la matière, par exemple, elles modifieraient les réactions nucléaires dans les étoiles. Enfin, on peut établir comme ça des contraintes, mais elles doivent interagir peut-être un petit peu. Donc, on construit des détecteurs pour essayer de les voir. Et donc, depuis des dizaines d'années, les physiciens des particules construisent des détecteurs, et de plus en plus précis, et finalement... la crise à laquelle on se trouve confronté, c'est qu'aujourd'hui, on a construit des détecteurs de plus en plus puissants et on trouve toujours rien. Et finalement, les possibilités se resserrent. Et du coup, on en arrive à penser que peut-être la réponse à ce problème, ça n'est pas l'existence de masse cachée, mais c'est quelque chose qui fait qu'on n'a peut-être pas la bonne théorie pour analyser le problème.
peut-être pas la bonne théorie dynamique ou peut-être pas la bonne théorie gravitationnelle. D'où l'idée que peut-être il faut modifier la relativité générale. Mais de toute façon, que ce soit une réponse ou une autre, dans un cas, il faut modifier finalement la physique des particules et ce fameux modèle standard, dont pourtant on vient de confirmer certains aspects par la découverte dont va nous parler Étienne. Ou bien il faut modifier la relativité générale, ou bien il faut modifier les deux. Mais comme je vous le disais au début, de toute façon, les physiciens savent que ces deux théories ne peuvent pas être vraies toutes les deux et que probablement il faut en chercher une autre. Donc, de toute manière, on sait qu'il nous faut une nouvelle physique et ce fameux problème de la masse cachée qu'on n'arrive pas à résoudre, que la solution soit dans un sens ou dans l'autre, ou encore dans un sens qu'on n'a pas imaginé, de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui appelle une nouvelle physique qui sera celle peut-être des prochaines années ou décennies ou du prochain siècle. Merci d'avoir été patient. Et merci beaucoup. Alors, cette nouvelle physique que vous appelez de vos voeux, elle sera tout de même un peu difficile à trouver parce que vous avez actuellement une théorie de la gravitation qui fonctionne quand même fichtrement bien. Qui fonctionne, disons, où l'a-t-on testé cette théorie ? On l'a testée sur Terre, dans le système solaire, bon, là elle marche très bien. Mais quand on la teste, par exemple à l'échelle des galaxies, quel moyen on a de la tester ? Justement en faisant une analyse dynamique. Et justement ce test ne marche pas. Donc cette théorie, on est sûr qu'elle marche très bien à l'échelle du système solaire. Quand on la teste à l'échelle de la cosmologie, il y a un autre problème aussi, c'est ce fameux problème de la constante cosmologique dont je n'ai pas parlé. Bon, peut-être c'est pas un problème très grave, mais pour certains c'est un problème. Et du coup, cette théorie, on s'aperçoit qu'on l'a bien testée dans certains domaines, mais dans d'autres, non. Donc peut-être que c'est une théorie qui est vraie là, mais qu'il y a une théorie plus vaste qui, elle, est valable dans tous les domaines et que la relativité n'en est qu'une approximation. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent dans cette direction. En tout cas, ce que tu rappelais sur le principe d'équivalence, le principe d'équivalence, donc l'égalité entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle, est testé avec une précision phénoménale. 10 puissance moins 16. Le principe d'équivalence, il est illustré par la fameuse expérience de Galilée, qu'il n'a peut-être pas accomplie de manière réelle, mais c'est quand il va en haut de la tour de Pise et qu'il prend un corps lourd, un corps léger, et qu'il les lâche et qu'ils arrivent en même temps. Pourquoi ils arrivent en même temps ? Parce que justement, ils subissent la même accélération, bien qu'ils aient des masses très différentes. Et c'est l'illustration que l'accélération ne dépend pas de la masse. Donc, cette expérience, ou les versions plus modernes qui ont été faites, y compris à bord de satellites, sont des conséquences tout à fait directes de cette égalité de la masse inerte et de la masse gravitationnelle dans le langage newtonien, ou de l'absence complètement de ces notions dans le langage relativiste. Merci beaucoup. Alors, à l'autre bout de la physique des particules, effectivement, on a eu une confirmation éblouissante du modèle en cours, du modèle standard des particules, avec une particule qu'on a nommée ou surnommée particule divine, particule de Dieu, la particule sacrée, la particule suprême, Léon Lederman par exemple. Finalement, tout le monde l'appelle particule de Higgs ou boson de Higgs, du nom de l'un de ses inventeurs, Peter Higgs, en oubliant allègrement quelques autres découvreurs, dont les deux physiciens belges Robert Brood, qui est décédé en 2011, et François Englert. Alors, la particule de Higgs a fait l'objet de recherches pendant un demi-siècle, mais surtout ces 20 dernières années au LHC, au CERN, Centre européen de recherche nucléaire près de Genève. Elle a joué à cache-cache avec les physiciens pendant tout ce temps. En 1999, elle avait laissé apparaître des indices dans le LEP, le grand collisionneur électron-positron qui a précédé le LHC, le grand collisionneur de hadrons du CERN. Elle a même fait douter, je crois, de l'opportunité de poursuivre la construction du LHC à l'époque, mais qui avait commencé en 1994. Qui a été poursuivi, qui a pris un peu de retard, qui a été mis en service en 2008, qui a subi une explosion à cause d'un mauvais contact dans une bobine supraconductrice qui était censée produire les champs magnétiques intenses pour accélérer les particules.
réparation pendant 1 an, finalement remise en service, et enfin, la bonne nouvelle, confirmation de la détection du boson de Higgs qui a été annoncée le 4 juillet 2012 à presque 100% de degré de confiance. Alors, cette particule, pourquoi elle était tant désirée? Parce qu'elle est censée être la clé de la compréhension de la masse des particules. Le modèle standard des particules, c'est ce que tu nous expliqueras, Étienne, considère la masse des particules comme un paramètre, mais ne prévoit pas la valeur des masses. Pourquoi certaines particules sont très peu massiques et d'autres beaucoup plus lourdes. Donc il a fallu inventer un mécanisme, le mécanisme de Higgs, qui est, à mon avis, plutôt compliqué à comprendre. Et là où c'est assez surprenant, c'est que les physiciens, pour vraiment faire comprendre, faire passer leur message et peut-être aussi obtenir des financements d'une grosse machine comme le LHC, les physiciens ont engagé un grand concours pour trouver la meilleure manière d'expliquer et de vulgariser ce mécanisme. Alors, c'est certainement là-dessus que Étienne va faire reposer son explication, mais une belle tentative avec un processus convivial dans une réception avec une assemblée nombreuse. Une personne célèbre rentre dans cette assemblée. Ses admirateurs ralentissent sa progression et ça représente l'interaction entre cette particule, qui serait cette personne célèbre, et un champ de Higgs qui serait ici représenté par l'assemblée nombreuse. Alors finalement, la découverte de ce boson de Higgs confirme un modèle qui fonctionne bien, là aussi, tu nous diras peut-être avec quelle précision. Et on se demande si les physiciens n'ont pas été un peu, finalement, déçus que ça marche aussi bien. Étienne, alors, pourquoi d'abord ça a été si difficile à trouver? Par quel processus cette particule arrive à donner de la masse aux autres particules? Et est-ce que tu as des nouvelles fraîches avec d'autres nouvelles, d'autres données plus précises sur ce boson de Higgs? Bien, bonsoir à tous, et excusez mon retard, mais en fait j'aurais pu arriver plus tard, ça n'aurait rien changé. Donc au lieu de prendre une moto, de prendre des risques sur le périphérique, j'aurais pu traîner. Mais d'abord, il faut que je fasse un petit peu d'histoire pour que vous compreniez. Ce n'est pas les physiciens eux-mêmes qui ont décidé de trouver la bonne métaphore permettant d'expliquer le boson de Higgs dans les années 90, où il y avait en effet des doutes sur l'opportunité de construire une grosse machine très chère comme le LHC. C'était en fait le ministre de la Recherche de Margaret Thatcher, qui s'appelait M. Waldegrave, qui était un jeune gars qui était venu visiter le CERN, et il avait dit l'Angleterre donnera une part du financement du LHC qu'à la condition qu'on m'explique le boson de Higgs d'une façon que tout le monde puisse comprendre. Et c'est là qu'il y a eu un concours organisé par les physiciens, parce qu'il avait promis une caisse de bouteilles de champagne. Donc, beaucoup de gens se sont attelés à la tâche et ont trouvé la métaphore que tu as rappelée tout à l'heure. Je vais faire un petit peu d'histoire, et en commençant par ce que Marc a rappelé tout à l'heure sur le principe d'équivalence. Il y a un monsieur qui n'est pas très connu, mais qui a quand même eu le prix Nobel de physique, qui s'appelle Veltman, qui a eu le prix Nobel de physique il y a 5 ans, je crois, qui a été un physicien théoricien très important dans l'histoire du mécanisme de Higgs, parce que c'est lui qui a montré que dans le modèle standard dont on a parlé, si on insère le boson de Higgs tel qu'il a été imaginé par Peter Higgs et les autres, on conserve une théorie qui est, comme on dit, renormalisable, c'est-à-dire il n'y a pas de quantité infinie qui apparaissent, et donc c'est une théorie avec laquelle on peut faire des calculs. Et ce monsieur, un jour, il est toujours d'ailleurs, même de plus en plus, massif. Et un jour, il était dans un ascenseur avec d'autres personnes, et il y avait un dépassement de charge autorisée, donc l'ascenseur était bloqué. Et immédiatement, quand l'alarme a retenti, tous les regards ont convergé sur lui, parce qu'il était le plus gros. Et il a eu une attitude assez étonnante. Il ne s'est pas excusé. Il n'est pas non plus sorti de l'ascenseur.
Il a simplement dit à la personne qui était la plus proche du bouton, quand je vais dire yes, vous allez appuyer sur le bouton. Et il a sauté en l'air. Quand il était en haut, il a dit yes, le type a appuyé sur le bouton. Du coup, l'ascenseur a pu démarrer et il a pris suffisamment de vitesse pour que lui retombé, ça continue à fonctionner. Et il a dit, je ne sais pas si c'est un bon argument, que c'était en vertu du principe d'équivalence. Bon. Alors, je continue en remontant l'histoire, parce que l'idée de masse dont Marc a parlé, je pense qu'il l'a rappelé au tout début, il y a quand même dans notre esprit l'idée qu'un lien consubstantiel unit l'idée de matière, l'idée de masse et l'idée de substance. On a peine à imaginer ce que serait une particule de matière qui ne serait pas massive, et on a du mal à penser la masse autrement qu'incarnée dans des objets matériels. Et donc masse, matière, c'est des notions qui sont presque confondues. Et d'ailleurs, je crois que d'un point de vue étymologique, en tout cas ça a été avancé par certains spécialistes, l'origine est commune. Masse, matière, c'est la même origine. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est plausible. Et cette idée a été retravaillée par la suite. Marc, je crois, a parlé de Newton. Ensuite, la formule E égale mc2 a un petit peu modifié la lecture qu'on peut faire de tout ça. Mais dans la construction de la physique quantique, par exemple, dont je vais parler, cette idée-là est restée présente dans l'élaboration du formalisme. Il y a eu une première alerte lorsque, dans les années 20, on a compris que des particules quantiques peuvent aller très vite, notamment les particules du rayonnement cosmique. On a détecté le rayonnement cosmique, enfin on l'a découvert il y a un tout petit peu plus d'un siècle. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que ce rayonnement cosmique était constitué de particules matérielles qui peuvent aller à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Et donc pour les décrire, il faut tenir compte de la théorie de la relativité, qui est la bonne cinématique pour les particules qui vont quasiment à la vitesse de la lumière. Et il faut aussi tenir compte de la physique quantique, puisque ce sont des objets microscopiques. Et donc à partir des années 25-26, 1925-26, s'est posé la question de savoir quelle théorie permettrait de décrire de façon à la fois quantique et relativiste des particules très rapides. Il y a eu plusieurs tentatives, je ne vais pas les commenter, mais celle qui a été assez rapidement couronnée de succès, c'est celle de Paul Dirac. Paul Dirac est un physicien anglais, très jeune à l'époque, il a 25 ans. Et en 1928, il publie une équation qu'il a trouvée par des arguments qui n'étaient pas du tout des arguments empiriques tirés de l'observation, mais à partir de critères esthétiques, disons. Il voulait une théorie qui soit invariante sous un maximum de transformations. Et il écrit une équation qui est quantique et relativiste et qui, en principe, permet d'écrire des particules qui vont très vite. Et il se rend compte que parmi les solutions de cette équation figurent des solutions qui correspondent à des énergies négatives. Énergie négative, ça veut dire que si une particule correspond à ces énergies négatives, elle a, quand elle est mise au repos, une masse négative. Qu'est-ce que ça veut dire une masse négative? Ça a été l'objet de beaucoup de discussions jusqu'en 1931, pendant 3 ans. Dirac a été d'ailleurs raillé par tous les physiciens, théoriciens de cette époque, comme Pauli, Heisenberg, et beaucoup d'autres qui se moquaient de l'idée qu'on puisse inventer une théorie dans laquelle des particules pourraient avoir une masse négative. Ce qui veut dire que quand vous exercez une force sur elles, l'accélération que cela induit est opposée à la force. On n'a jamais vu de tels objets, donc il y a eu beaucoup de critiques. Et Dirac a imaginé qu'en fait, le vide n'était pas vide. Le vide était ce qu'il appelait une mer, la mer de Dirac. C'était des états d'énergie négative, tous occupés par des électrons. Donc il y a des électrons d'énergie positive, c'est ceux que nous observons. Et puis il y a une infinité d'états d'énergie négative occupés par d'autres électrons qui constituent le vide qui du coup est plein. Et simplement, si on donne de l'énergie à un électron d'énergie négative, son énergie va devenir positive, il va sortir de son trou, apparaître comme un électron positif, et le trou qui du coup sera vide sera une sorte de particule de charge électrique opposée à celle de l'électron, qu'on va appeler plus tard le positron. Et en fait, ce que va comprendre Dirac à partir de 1931,
c'est que ces particules d'énergie négative, en fait, sont des antiparticules d'énergie positive. C'est-à-dire ce sont des particules de même masse, enfin, ce sont des antiparticules dont la masse est égale à la masse de la particule dont elles sont l'antiparticule, et leur charge électrique est opposée. Et donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a eu un premier problème qui a été résolu par l'invocation de l'existence de l'antimatière, quand on a vu apparaître dans des équations à la fois quantiques et relativistes des masses d'énergie négative. Et comme on a découvert dans le rayonnement cosmique, aussitôt après, par hasard d'ailleurs, le positron, l'antiparticule de l'électron, ça s'est fait en 1932, et bien immédiatement on a pensé que l'équation de Dirac c'était la bonne équation, parce qu'elle prédisait l'existence d'une particule qui aussitôt a été détectée. Et donc il y a eu une confiance très forte accordée à cette équation, qui va d'ailleurs servir d'équation de base pour la constitution de ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Simplement, au même moment, il y a un physicien moins connu que Dirac, qui publie très peu, qui est très timide. Il est tellement timide d'ailleurs que quelques années plus tard, il va complètement disparaître, et qui s'appelle Ettore Majorana. Et lui conteste tout à fait cette idée de mère de Dirac, conteste cette idée que le vide soit rempli d'énergie négative. Et il va écrire une équation différente de celle de Dirac, qui s'appuie sur des principes fondamentaux plus symétriques que ceux que Dirac avait utilisés. Je ne l'ai pas dit, mais Dirac, dans un premier temps, il avait pensé que ces énergies négatives qui apparaissaient comme solution de son équation étaient non pas des positrons, c'est-à-dire des particules de même masse que l'électron, mais les protons, donc des particules plus massives que les électrons, ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose dans sa théorie qui permettait une certaine dissymétrie. Et Majorana, lui, est parti d'une théorie plus fondamentale, on pourrait dire. Et son équation, si elle est juste, ce que personne ne sait, permet d'envisager l'existence de particules neutres, sans charge électrique donc, qui soient leurs propres antiparticules. Et on ne sait pas si de telles particules existent, mais il y a un candidat possible qui est le neutrino. On ne sait pas si le neutrino est identique à sa propre antiparticule ou pas. Mais ce qu'on sait aujourd'hui de façon très claire, c'est que si Dirac a raison, ou plutôt si Majorana a raison, c'est-à-dire si c'est son équation qu'il faut utiliser plutôt que celle de Dirac, alors première chose, le neutrino pourrait être identique à son antiparticule. Deuxièmement, on comprendrait alors d'où vient que la matière l'a emporté sur l'antimatière. C'est que dans l'univers, il n'y a que de la matière, alors que les théories, les modèles laissent penser qu'il y a une parfaite symétrie entre matière et antimatière, de sorte qu'on ne comprend pas pourquoi l'antimatière aurait pu disparaître au profit de la seule matière. Et enfin, s'il a raison, il se pourrait, quand on couple son équation à une hypothèse qui a été formulée dans les années 70 par les théoriciens, qui s'appelle la supersymétrie, on pourrait avoir une particule constitutive de la matière noire qui soit une particule de type Majorana. C'est évidemment pas une preuve du tout, c'est juste une façon de dire que si Majorana avait raison, sans que ça, j'insiste là-dessus, sans que ça constitue une preuve, ça résoudrait peut-être des problèmes qui aujourd'hui sont parfaitement ouverts et non résolus. Bon. Alors maintenant, j'en viens au boson de Higgs, parce que c'est quand même ça le sujet. Dans les années 60, les physiciens, même dès les années 50, en fait, ils ont exploré une idée qui s'est révélée très féconde pour décrire non pas la gravitation dont Marc a beaucoup parlé, mais les autres forces fondamentales, qui sont au nombre de 3. Il y a l'interaction électromagnétique, et puis il y a les interactions nucléaires, qui sont de 2 types. Il y en a une qu'on appelle l'interaction nucléaire faible, qui est responsable, par exemple, mais pas seulement, de ce qu'on appelle la radioactivité bêta. Le fait qu'un neutron se transforme, ou peut se transformer, il ne le fait pas toujours, en un proton, un électron et un antineutrino. Cette radioactivité-là est régie par une force nucléaire d'un type très particulier qui s'appelle l'interaction nucléaire faible. Et puis il y a une autre interaction nucléaire qui s'appelle l'interaction nucléaire forte, qui, comme son nom l'indique, est très intense.
c'est la force qui colle les uns aux autres, les protons et les neutrons au sein des noyaux. Vous savez que les noyaux sont des édifices très difficiles à casser parce qu'il y a une cohésion très forte induite par cette force nucléaire à très courte portée et très intense. Et les gens commençaient par travailler la force électromagnétique en se demandant comment est-ce qu'on peut la décrire d'une façon quantique. Je simplifie, mais c'est à peu près ça l'idée. Ils se sont rendus compte que dans le cadre de la physique quantique, on peut utiliser des théories particulières qu'on appelle des théories de jauge. Et l'idée, ça a été d'associer à l'interaction électromagnétique un groupe de symétrie mathématique. Peut-être vous avez le souvenir de ce que sont les groupes mathématiques, vos souvenirs de lycée. Bon, il y a un groupe, en l'occurrence, qui s'est révélé le bon groupe. C'est le groupe des nombres complexes de module 1. Le groupe qu'on appelle U de 1. Et pour prendre un nombre complexe de module 1, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme exponentielle I alpha, où alpha est un nombre quelconque. Mais l'ensemble de tous ces nombres constitue un groupe. Et si vous décidez que ce groupe est le groupe de l'électromagnétisme et que vous insérez tout ça dans une théorie de jauge, vous tombez en gros sur les équations de Maxwell. Vous reconstruisez ce qu'on connaît de l'électromagnétisme par l'invocation d'un groupe de symétrie associé à cette interaction. Et dans le cadre, c'est ça qui est magnifique, c'est que dans le cadre des théories de jauge, le choix du groupe détermine intégralement la structure de l'interaction. Donc soit vous trouvez le bon groupe et tout va bien, soit le groupe que vous avez choisi n'est pas le bon et vous finirez par le voir. Et il se trouve que par la suite, et même très rapidement, on a fait le même travail avec l'interaction nucléaire faible et avec l'interaction nucléaire forte. Et on a trouvé les deux groupes. Et là, il y en a un qui s'appelle SU2, l'autre qui s'appelle SU3, peu importe la façon de les définir. La différence avec l'électromagnétisme, c'est que ces deux groupes-là sont des groupes non commutatifs. Ils ne sont pas abéliens. C'est la seule différence qui a d'ailleurs des effets physiques très importants, mais ce n'est pas le point. Et donc, à partir des années 60, à l'époque où, vous le savez, il y a de plus en plus d'accélérateurs qui sont mis en service en Europe, aux États-Unis, en URSS, et il y a même une compétition assez farouche pendant la guerre froide à qui trouvera le plus vite de nouvelles particules. Mais très rapidement, en quelques années, on construit le modèle standard qui associe à chacune des interactions fondamentales, hors la gravitation, un groupe de symétrie. Et pour autant qu'on puisse les analyser, tous les résultats qui sont obtenus à l'époque sont compréhensibles, parfois même prédictibles, à partir de ce modèle standard. Et donc petit à petit, il y a une confiance dans ce modèle qui grandit, jusqu'au jour où des physiciens se demandent qu'est-ce qui se passerait pour ce qui est de la masse des particules si le modèle standard était vraiment juste. Et donc il faut une sorte d'expérience de pensée, un peu comme Galilée l'avait inventé à propos de la chute des corps. Galilée s'était demandé qu'est-ce qui se passerait si Aristote avait vraiment raison sur la chute des corps, c'est-à-dire si les corps lourds tombaient plus vite que les corps légers, c'est ce que pensait Aristote, qu'est-ce qui se passerait si on laissait tomber un système formé par un corps lourd et un corps léger, relié par une ficelle? On imagine cette expérience. Et Galilée dit, mais si les deux corps sont connectés l'un à l'autre, ils forment un système qui est plus lourd que le plus lourd d'entre eux. Donc d'après Aristote, ça va tomber plus vite que le corps plus lourd tout seul. Mais en même temps, pendant la chute, le corps plus léger va tomber moins vite que le plus lourd, la corde va se tendre, le corps léger va faire parachute, et l'ensemble va tomber moins vite. Donc il y a une sorte de contradiction. Et pour résoudre la contradiction, Galilée dit, mais tous les corps tombent à la même vitesse. Il a fait une expérience de pensée qui l'a amené à voir que dans la loi de la chute des corps décrite par Aristote, il y a une sorte de contradiction quand on l'applique à des situations comme celles qu'il avait imaginées. Et là, les physiciens font la même chose. Ils disent, qu'est-ce qui se passerait si on imagine que le modèle standard a raison? Et là, il y a eu une surprise.
Parce que dans le cas de l'électromagnétisme, le groupe de symétrie dont j'ai parlé, U de 1, eh bien, implique que la particule qui médiatise la force, qui est le photon, ait une masse nulle. Bon. Or, il se trouve que toutes les mesures qu'on peut faire de la masse du photon sont compatibles avec le fait que la masse est nulle. Donc, dans le cas de l'électromagnétisme, le fait de le décrire par une théorie de jauge donne une implication sur la masse du médiateur de l'interaction qui est vérifiée par l'expérience. Maintenant, si on regarde du côté de l'interaction nucléaire faible, ben c'est pareil. Du seul fait qu'on décrit cette interaction par le biais d'un groupe de symétrie, cela implique que les particules qui médiatisent cette force doivent avoir une masse nulle. Ces particules, il y en a 3 en fait, une de charge positive, une de charge négative, une de charge nulle, on les appelle les bosons intermédiaires. Et en fait, on sait que ces particules, si elles existent, à l'époque elles ne sont pas découvertes, ne peuvent pas avoir une masse nulle. Parce que si elles avaient une masse nulle, la portée de l'interaction serait infinie, ce qui n'est pas le cas. Alors, les bosons intermédiaires seront découverts en 83 et 84 au CERN, avec des masses très grandes, ils ont à peu près 100 fois la masse d'un proton. Et donc, il y a une contradiction là. Il y a une contradiction entre une mesure qui nous dit que la masse de ces particules est non nulle, et la théorie qui décrit l'interaction dont elles sont les médiatrices, qui nous dit que ces particules devraient avoir une masse nulle. Quand il y a une contradiction entre une théorie et des faits d'observation, qu'est-ce que vous dites en général? Ben, vous dites que la théorie est fausse. En physique, c'est les mesures, ce sont les données qui sont l'ingrédient principal. Et donc, si les mesures contredisent la théorie, c'est que la théorie doit être modifiée ou remplacée. Et d'ailleurs, à l'époque, en 63-64, il y a beaucoup de physiciens qui commençaient à lâcher le modèle standard en disant c'est pas la bonne théorie, elle est contredite par les observations. Et il y a 3 physiciens, dont tu as cité les noms, qui s'appellent Robert Brout, François Englert et Peter Higgs, qui ils ne se connaissaient pas, sauf Brout et Englert qui travaillaient ensemble, mais Higgs ne connaissait pas les 2 autres. Ils ont eu la même idée en même temps, exactement en même temps. Et ils se sont dit, souvenons-nous de Galilée. Souvenons-nous de Galilée. Les théories physiques peuvent dire le contraire de ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Ça, c'est l'observation. Mais Galilée nous dit tous les corps tombent à la même vitesse. Et si on fait confiance à cette loi, on doit réinterroger l'observation. Et dire que quand des corps tombent, il y a certes la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, mais il y a une autre force liée à la présence de l'air qui va davantage freiner les corps légers que les corps lourds. Et c'est cette force qui crée la différence de vitesse qu'on observe lorsqu'on fait une expérience de chute des corps. Autrement dit, ce que Galilée nous invite à penser, c'est que la physique moderne, celle qu'il invente, c'est le pari qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer les phénomènes que nous observons par des lois qui disent le contraire de ce que nous observons, quitte à réinterpréter l'observation. Et ces 3 physiciens donc, vont faire l'hypothèse que le modèle standard a raison. C'est-à-dire, quand il dit que les particules n'ont pas de masse, il a raison. Et ils se disent que peut-être que, depuis Newton, on se trompe sur le concept de masse. Peut-être que cette identification que j'ai rappelée tout à l'heure, à savoir ce lien que nous faisons entre l'idée de matière et l'idée de masse, c'est une identification qui n'est pas légitime. Nous considérons que la masse est une propriété intrinsèque des corps. Peut-être que c'est faux. Peut-être que ce n'est pas une propriété intrinsèque, peut-être que c'est simplement une propriété secondaire des particules. Et ils vont faire une proposition sous la forme d'un calcul qui n'est pas très compliqué d'ailleurs. Il y a 2 articles qui paraissent quasiment en même temps, l'un en août 64
l'autre en juin 64. C'est les mêmes papiers. C'est même pas des articles, c'est ce qu'on appelle des lettres. Des papiers d'une page et demie, dans lesquels il y a beaucoup de calculs, évidemment, mais c'est la même idée dans les deux cas, exactement la même idée. De sorte que si le boson de Higgs a son prix Nobel en 2013, je pense qu'il sera donné à Higgs et à Engler de la même façon, parce qu'ils ont vraiment fait le même travail. Ils ont montré que si on suppose que le vide n'est pas vide, mais contient un champ homogène, c'est un champ qui est partout présent, à tout point de l'espace-temps, avec la même valeur, la même intensité, la même amplitude plutôt, on peut s'arranger pour que ce champ soit ajouté au formalisme, au modèle standard, sans empêcher qu'on puisse faire des calculs avec ce modèle standard, c'est-à-dire sans perdre ce qu'on appelle la renormalisation. Et leur hypothèse, c'est que la masse des particules est nulle, simplement ces particules qui n'ont pas de masse interagissent avec ce champ. Et c'est l'interaction de particules sans masse avec ce champ qui leur donne de l'inertie. Autrement dit, dans ce mécanisme-là, la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules élémentaires, c'est une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Okay ? Alors ce champ est un champ quantique, c'est-à-dire qu'il est quantifié, et les particules qui quantifient ce champ sont ce qu'on appelle des bosons. Ce sont les bosons de Higgs. Et l'hypothèse est faite en 64, donc il y a 48 ans. Et le modèle standard qui peut accueillir cette hypothèse sans gros dommages ne permet pas de calculer, à partir de ses propres principes, la masse du boson de Higgs. Et donc comment est-ce qu'on fait pour le trouver si on ne connaît pas sa masse ? Il n'y a qu'une solution, c'est de faire des collisions de particules à des énergies de plus en plus élevées, jusqu'à ce que l'énergie mise en jeu dans la collision soit suffisante pour faire apparaître des bosons de Higgs par E égale mc2. L'énergie de la collision devient la masse du boson de Higgs qui le fait apparaître. Alors on a construit un tunnel de 27 km. On a construit dans ce tunnel un accélérateur électron-positron dont Bénédicte a parlé, qui s'appelait le LEP, qui a fonctionné pendant 10 ans. On n'a rien vu, sauf tout à la fin. On a vu des signaux que tu as rappelés, 4 signaux qui ressemblaient à un boson de Higgs, et à 114 GeV, donc à peu près un peu plus de 100 fois la masse du proton. Simplement, on les a vus un mois avant la date correspondant à la décision d'arrêter la machine. Et donc là, il y a eu une sorte de conflit entre la direction du CERN, qui voulait arrêter la machine pour construire la machine suivante, et les physiciens qui voulaient continuer à faire des expériences pour voir si les signaux qui venaient d'enregistrer étaient des signaux intéressants ou pas. Bon. Il y a eu un bras de fer, et la décision du CERN a maintenu la décision d'arrêter, en donnant juste un mois supplémentaire pour les expériences. Et puis la suite de l'histoire, bien longtemps après, 12 ans après, a montré qu'ils avaient eu des raisons d'arrêter parce que les signaux qu'on avait vus étaient du bruit de fond. Et ce qu'on a découvert en 2012, c'est le vrai boson de Higgs, qui a une masse de 126 GeV et qui est exactement, et c'est ça le drame, exactement celui qui avait déjà été inséré dans les équations du modèle standard. Ce qui fait que cette découverte est ambiguë. À la fois, c'est une découverte vraiment fondamentale, parce que, comme je vous l'ai dit, elle change notre façon de comprendre ce qu'est la masse. Et en même temps, c'est une découverte qui n'a rien changé aux équations du modèle standard. C'est les mêmes aujourd'hui qu'il y a 1 an, sauf qu'on a précisé la masse du boson. Autrement dit, on a là une découverte qui correspond à une prédiction faite depuis longtemps et qui n'apporte aucun élément permettant d'entrevoir ce que Marc a appelé tout à l'heure une nouvelle physique. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Et on a donc décidé d'arrêter la machine là, pendant 2 ans pour refaire des connexions entre les aimants qui soient un peu plus solides afin de pouvoir monter l'énergie des particules qui seront accélérées. Pour ça, il faut mettre un champ magnétique dans les aimants qui soit plus fort.
Et donc, il faut que les connexions tiennent les courants qui vont arriver là. Donc, il y a 2 ans de travaux. Et en 2014-2015, on redémarre avec une énergie qui est le double de l'énergie qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Donc 14 TeV au total, 14 000 GeV au total dans les collisions, avec l'idée de fabriquer beaucoup plus de bosons de Higgs que précédemment, de mieux comprendre ces modes de désintégration, et surtout de vérifier que la masse des particules que nous connaissons, électrons, neutrinos, muons, etc., la masse des particules, c'est exactement le couplage qu'ont ces particules avec le champ de Higgs, qui serait la vérification ultime du fait que le mécanisme de Higgs, c'est le bon mécanisme qui a engendré la masse inertielle des particules élémentaires. J'insiste, des particules élémentaires, pas des particules composites. Il y a eu beaucoup de choses fausses écrites quand on a annoncé la découverte en disant que c'est le Higgs qui engendre la masse de tous les objets. C'est pas vrai, ça a été dit par Marc à propos de l'atome, mais on peut le dire à propos même des protons et des neutrons. Dans les protons et les neutrons, il y a des quarks et des gluons. S'il n'y avait pas de Higgs, et si le quark est bien une particule élémentaire, les quarks n'auraient pas de masse. Ça n'empêcherait pas les protons et les neutrons d'avoir une masse du fait qu'il y a une énergie d'interaction liée au fait que les quarks interagissent par le biais de l'interaction nucléaire forte. Et donc, voilà, il y a 10 ans d'expérience qui vont suivre. Mieux comprendre le Higgs, mieux comprendre ses couplages avec les différentes particules. Et puis peut-être découvrir de nouvelles particules, une nouvelle physique. Par exemple, des particules de matière noire, si elles existent. Par exemple, des fermions de Majorana, s'ils existent. Là, ça serait vraiment une nouvelle physique. Mais tout le monde est d'accord pour dire que si on ne trouve rien d'autre dans la gamme d'énergie nouvelle qu'on va explorer, il sera difficile de présenter un dossier pour une machine future de plus haute énergie si les résultats déjà obtenus ne donnent aucune indication, ne donnent aucun signal qui nous montrerait une physique qui n'est pas déjà contenue dans le modèle standard. On pourrait dire que le modèle standard, il est bouclé aujourd'hui. Toutes les particules qui sont considérées comme existantes par ce modèle ont été détectées. Le Higgs était la seule qui manquait, on l'a. Donc le modèle standard, il est bouclé. On sait que c'est une théorie qui ne fonctionne pas à très haute énergie. Et donc à haute énergie, il se passe autre chose. Quoi? Il y a plein d'hypothèses, évidemment, Marc en a évoqué quelques-unes, mais laquelle est la bonne? Et pour le savoir, il faut regarder à plus haute énergie. La machine dont on dispose est limitée en énergie, même si on double, on sera limité. Et donc, il est impératif que la nature aide les physiciens des particules en nous montrant des signaux qui soient indicateurs de nouvelles symétries ou de nouveaux concepts qui pourraient être indicateurs d'une nouvelle physique à développer pour mettre la gravitation et le modèle standard dans une théorie unifiée. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Alors, un modèle bouclé, ça veut dire qu'il ne fait plus de prédictions que l'on souhaiterait tester. Est-ce que, du coup, on se tourne vers l'astrophysique et l'univers pour, par exemple, la question de la matière noire, se poser de nouvelles questions, poser de nouvelles hypothèses que l'on pourrait tester, même éventuellement dans ces nouveaux instruments, le LHC ou d'autres. Par exemple, les particules de matière noire, on les pourchasse aussi dans le LHC? Ça dépend de quoi est faite la matière noire. Est-ce que ce sont des particules qui sont accessibles à un accélérateur? Est-ce qu'elles interagissent suffisamment pour être vues, par exemple, par la désintégration d'autres particules? Ça, on ne sait pas. Je pense que le problème de la matière noire, c'est un problème épistémologiquement intéressant. Parce que là aussi, c'est une contradiction entre une théorie et des mesures. On observe la dynamique des galaxies et on voit qu'elle n'est compréhensible par la théorie que si on suppose qu'il y a une masse cachée pour une matière noire. Bon. Et donc, on choisit ce que moi j'appelle une solution ontologique. C'est-à-dire, pour établir l'accord, on suppose qu'il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues, qui, par leur existence, établissent l'accord entre la théorie à laquelle on croit ou à laquelle on fait confiance, et puis les observations. On comprend la dynamique des galaxies avec la relativité générale, à condition de supposer qu'il y a de la matière noire. Donc on ajoute quelque chose au mobilier ontologique de l'univers pour établir l'accord.
Et ça a souvent marché dans l'histoire, hein, avec la dynamique des planètes, ou bien même en physique des particules, dans les années 30, on comprend très bien la désintégration bêta. On comprend que c'est un neutron qui devient un proton avec un électron qui est émis en même temps. Donc on comprend la désintégration bêta comme une désintégration qui fait passer d'un corps, le neutron, à deux corps, proton et électron. Et là, quand vous écrivez la conservation de l'énergie, vous dites que l'énergie au départ doit être la même qu'à l'arrivée, et bien vous calculez, c'est très simple, hein, que l'énergie de l'électron, qui est issue de la désintégration du neutron, doit être toujours la même. C'est une fonction en fait qui dépend simplement des masses des trois particules mises en jeu. Le neutron, le proton, l'électron. Ces masses sont fixes, donc l'énergie de l'électron doit être toujours la même. Et une physicienne allemande qui s'appelle Lise Meitner commence à faire des mesures en 1928, quand on commence à avoir des compteurs, disons, qui permettent de faire des mesures assez précises. Et elle s'attendait à trouver, pour l'énergie de l'électron, toujours la même valeur, un pic. Et au lieu d'avoir un pic, elle a un spectre continu qui va de la valeur 0 à la valeur calculée. Et ça devient un problème énorme. Comment se fait-il que, alors qu'il devrait y avoir conservation de l'énergie, et donc l'électron devrait avoir une énergie toujours la même, on observe un spectre. Je vous réponds que ça a duré 3 ans. 3 ans de bagarre, etc. Et les plus grands physiciens, comme Niels Bohr, qui était prix Nobel, a écrit 2 papiers dans lesquels il dit, puisqu'il y a une contradiction entre les mesures et la loi de la conservation de l'énergie, c'est la preuve que l'énergie n'est pas conservée. Cette loi est fausse. Elle est fausse au niveau des particules. Elle n'est vraie que statistiquement. Et beaucoup de physiciens se sont rangés derrière lui, en disant, dans le monde de l'infiniment petit, l'énergie n'est pas conservée. Ils n'avaient pas mesuré les implications qu'une telle phrase aurait en physique. Et puis un seul physicien, qui s'appelle Paoli, qui en 1930 a écrit une lettre fameuse dans laquelle il dit, mais peut-être que cette désintégration ne se fait pas en 2 corps, mais en 3 corps. Le neutron devient un proton, plus un électron, plus un truc, qui emporte l'énergie manquante. Un anti-truc. Et si on tient compte de l'énergie de ce corps, alors l'énergie est conservée. Vous voyez, Bohr dit qu'il faut changer la loi, solution législative. Et Paoli dit non, il faut une solution ontologique. Il faut supposer qu'il y a dans l'univers des particules qu'on n'a jamais vues, qui, par leur existence, rétablissent l'accord entre la loi et l'observation. Il en parle, on se fiche de lui, parce qu'à l'époque, ce n'était pas très bien vu de prédire des nouvelles particules. Et le seul qui le prend au sérieux, en 1932 seulement, c'est Fermi, le physicien italien, qui va donner un nom à cette particule, un nom italien évidemment. Il va l'appeler le neutrino. Le neutrino, c'est le petit du neutron, c'est la 3e particule fabriquée lorsqu'un neutron devient un proton. Et vous voyez que le neutrino va être détecté en 1955 aux États-Unis grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain à Savannah River. Et donc il y a en gros 25 ans entre la prédiction du neutrino et sa détection. Il y a 48 ans pour le Higgs. Et la matière noire, moi je ne sais pas la solution. Est-ce que c'est une solution ontologique ou est-ce que c'est une solution législative? Est-ce qu'il faut changer les équations de la relativité générale ou est-ce qu'il faut supposer qu'il y a des particules supersymétriques ou des WIMPs ou je ne sais pas quoi dans l'univers? Moi je pense que la leçon de l'histoire, c'est quand même qu'il serait prétentieux d'une part de dire qu'on a découvert toutes les particules, parce qu'en gros à chaque fois qu'on a monté en énergie, on en a découvert de nouvelles. Et il serait également prétentieux de dire que nos lois sont les bonnes. Bref, il serait prétentieux de prétendre qu'on connaît la solution, quelle que soit la solution. Il faut attendre. Marc Lachaiseray, il faut attendre quoi, des observations supplémentaires, des travaux théoriques Les deux, pour la masse cachée, par exemple, bon, les observations supplémentaires, il y en a sans arrêt, mais comme j'ai indiqué, plus il y en a, moins on trouve. C'est-à-dire, comme on a des systèmes de détection de plus en plus sensibles et de plus en plus précis qu'on ne trouve rien, ça veut dire que la possibilité que ça soit de la masse cachée
sous forme de particules, disons, devient de moins en moins probable. En même temps, quand on regarde les galaxies, par exemple, et qu'on refait ces analyses de manière un peu plus fine, c'est-à-dire que là, j'ai présenté un raisonnement, disons, au premier ordre, mais ensuite, on peut regarder un peu les détails. Et quand on regarde les détails, on s'aperçoit que l'hypothèse masse cachée devrait impliquer certaines caractéristiques, tandis que l'hypothèse modification des théories devrait en impliquer d'autres. Et petit à petit, les observations qui faisaient pencher il y a 30 ans, parce qu'on n'avait pas assez de précision, du côté masse cachée, maintenant commencent à faire pencher, et penser d'ailleurs de l'autre côté. Donc je dirais que l'hypothèse masse cachée, qui était presque considérée comme une certitude pendant un demi-siècle, commence à s'effriter un petit peu. Mais pour répondre à ce que disait Étienne aussi sur cette distinction entre législation et ontologie, je ne sais pas s'il faut faire une différence vraiment, parce que si je dis qu'il y a une nouvelle particule, ça veut dire que je change la théorie, et la nouvelle théorie prédit qu'il existe une nouvelle particule. Justement, le modèle standard prédit qu'il existe une certaine famille de particules relativement bien classées, c'est ça l'intérêt du modèle standard. Si on en découvre une nouvelle, ça veut dire que le modèle standard, même si il y a eu cette belle confirmation, il faut trouver autre chose. Donc c'est quand même modifier la théorie, dans tous les cas, quoi. Mais simplement, ça serait un drôle de hasard de considérer que la nature a décidé de cesser de produire des particules à des masses qui correspondent exactement à nos limites de détection. Donc le fait qu'on ne voit pas... Bah oui, je suis bien d'accord, mais c'est ce que dit le modèle standard, donc oui, c'est un peu naïf, quoi. Le modèle standard, il limite le nombre de particules déclarées comme existantes. On a fait le tour. Mais il dit aussi qu'il n'est pas bon à haute énergie. Parce qu'il y a des tas de problèmes qui apparaissent au-delà du terme. En gros, le modèle standard, c'est une physique qui décrit ce qui se passe lorsque l'énergie des particules est inférieure à 1 TeV. Et ça, c'est très bien vérifié. D'ailleurs, avec une précision qui est très, très impressionnante. Si vous regardez la cohérence du modèle, quand on reste en deçà de cette énergie, c'est quand même assez stupéfiant. Et quand vous regardez d'ailleurs le travail de synthèse qu'il a fallu faire entre les données expérimentales qui n'ont cessé d'arriver en quantité de plus en plus grande depuis la Deuxième Guerre mondiale, à mesure qu'on a monté en énergie, le travail des théoriciens, le fait qu'en moins d'un demi-siècle, on ait bouclé l'affaire, c'est quand même un exploit collectif assez impressionnant. Maintenant, il faut voir au-delà. Et la question, elle est presque sociologique. C'est-à-dire, est-ce que ça nous intéresse autant qu'avant d'aller voir au-delà ? Dans ma génération, vraiment, les étudiants filaient dans cette discipline-là avec enthousiasme. Aujourd'hui, on sent une certaine fatigue, liée à la taille des objets, liée à leur coût, liée au fait qu'on ne comprend pas très bien les résultats des expériences, que ça n'entre pas vraiment dans la culture commune, il y a la crise économique, etc. Et donc, il y a la question de savoir si cette quête sera reconnue comme prioritaire et intéressante. Déjà intéressante, ce serait bien, par les générations qui vont suivre. Quand on a annoncé le boson Higgs le 4 juillet, ça a fait un peu de bruit le 4 juillet. Et puis le lendemain, l'affaire Strauss-Kahn a repris ses droits. Bien, on va vous laisser la parole. Vous pourrez poser vos questions. On va se laisser encore un quart d'heure. Voilà, donc des micros vont circuler. J'ai le micro ici. Voilà, une question ici, monsieur. Deux points. Le premier point, est-ce que vous pourriez nous parler de l'énergie du vide quantique ? Et le deuxième point, à propos des dernières nouvelles des dernières années, concernant la vitesse variable possible des photons avec des énergies variables. Oui, l'énergie du vide quantique, bon, aujourd'hui c'est une fiction, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Finalement, ce qu'on appelle l'énergie, c'est la source de la gravitation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être sous forme de masse, mais ça peut être sous d'autres formes. Et on peut se demander, effectivement, si le vide quantique, qui est un état, peut ou non engendrer de la gravitation. Tant qu'on n'aura pas une théorie qui, finalement,
arrive à rendre compte à la fois de la physique quantique et de la gravitation, on ne pourra pas répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, si vous calculez l'énergie du vide quantique d'après nos théories quantiques et d'une manière un peu naïve, vous trouvez une valeur infinie qui n'a aucun sens. Autrement dit, les théories d'aujourd'hui ne nous disent rien sur l'énergie d'un état quantique parce qu'on trouve toujours une valeur infinie. Mais, comme Étienne l'a mentionné, on a trouvé un truc. C'est-à-dire, si on ne sait pas calculer l'énergie d'un état, on sait calculer l'énergie associée à une différence d'état. Autrement dit, si j'ai par exemple un état avec 3 particules, et je vais me dire quelle énergie je dois associer à ça, ça va être l'énergie de masse des particules finalement. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je calcule l'énergie de cet état à 3 particules. Je trouve une valeur infinie. Je calcule l'énergie du vide, je trouve une valeur infinie. Mais cette procédure qui s'appelle la renormalisation, c'est un truc qui permet de soustraire les deux infinis. Donc on ne trouve pas l'énergie de l'état quantique des 3 particules, mais on trouve l'énergie des 3 particules, de l'état des 3 particules, moins l'énergie du vide. Autrement dit, c'est vraiment l'état des particules, mais ce n'est pas l'état d'énergie quantique. Ce qui veut dire que quand on fait ça, ça veut dire que par définition, on donne l'énergie 0 au vide. Et ça marche, puisqu'on retrouve les énergies des particules. Bon, ça c'est ce que nous dit la théorie d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, on aurait une autre théorie qui permettrait de calculer une énergie associée au vide. On n'a pas de théorie comme ça. Mais on peut faire une sorte de pari qu'un jour ça marchera. Et évidemment, tant qu'on ne connaît pas cette théorie, on n'a absolument aucune idée de ce que ça pourrait être. On peut dire à peu près n'importe quoi. Sauf que même si on ne connaît pas la théorie, on peut se dire, bon, ben, on s'attend à tel ou tel ordre de grandeur. Et le problème, c'est que si ce n'est pas 0, l'ordre de grandeur qu'on attend est absolument dément. C'est-à-dire, si ça représentait l'énergie que donne l'ordre de grandeur de la physique des particules, ça ferait tellement d'énergie que l'univers serait déjà recontracté depuis longtemps. Enfin, c'est complètement contradictoire avec la cosmologie. Donc, ce que nous dit la physique des particules aujourd'hui, c'est ou bien c'est 0, comme on le fait aujourd'hui dans les calculs, ou bien si ce n'est pas 0, par des raisonnements d'ordre de grandeur, ça doit être quelque chose de faramineusement énorme, bien supérieur. Ce n'est pas une valeur astronomique, c'est une valeur justement bien supérieure aux valeurs astronomiques et qui est incompatible avec l'astronomie. Donc pour le moment, l'énergie du vide, je dirais, ça n'a pas de statut défini dans la physique. Quant à l'autre question, je ne sais pas de quoi vous parlez, de photons qui auraient été à des vitesses... La variation de la vitesse de la lumière, peut-être? Si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, c'est simplement les caractéristiques des trajectoires des photons dans l'espace-temps. Et ces caractéristiques sont déterminées par la géométrie de l'espace-temps. Et ça, c'est bien établi en relativité, c'est comme ça. Donc, supposez qu'on observe un photon, qui soit vraiment une particule sans masse, qui dans un certain langage irait plus vite que la lumière, ça veut dire que, oui, plus vite ou moins vite, ça sera... Ah non, pardon? Oui, non, mais... Attendez. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, il y a plusieurs faits qui correspondent à ce que vous dites, je crois. Il y a d'abord des théories vitesse de la lumière variable, mais ça veut simplement dire... C'est un autre nom pour ce qu'on appelle, qu'on connaît depuis longtemps, depuis à peu près l'époque d'Einstein, qui s'appelle des théories bimétriques. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'il y a une géométrie dans l'univers, il y en a 2. Et que finalement, on observe, nous, les choses dans une géométrie, et que les particules, comme les photons, suivent les trajectoires d'une autre géométrie. Donc, alors que dans cette géométrie-là, elles vont bien à la vitesse de la lumière comme c'est normal, cette même trajectoire dans notre géométrie apparaît comme une vitesse différente. Donc c'est des théories qui sont connues depuis longtemps, qui ont été étudiées tout au long du XXe siècle et qui sont pas vraiment, dont on reconnaît qu'elles ne sont pas vraiment intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus compliquées que la relativité générale, elles sont moins élégantes. Et toutes les expériences, les tests qu'on a faits n'arrivent pas à les distinguer de la relativité. C'est-à-dire que s'il y a une deuxième géométrie, jusqu'ici, on n'a jamais observé de photons qui auraient été à une vitesse supérieure ou inférieure à la lumière, enfin, en tout cas à ma connaissance. Donc, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour.
quant aux rayons cosmiques, je pense que vous faites allusion à l'observation de rayons cosmiques de très très haute énergie, dont on s'attendrait, selon la physique, mais qui n'est pas de la physique fondamentale, c'est des interactions avec les champs magnétiques dans l'univers, qu'ils ne puissent pas arriver jusqu'à la Terre. Donc, mais la présence de ces rayons cosmiques de très haute énergie est encore sujet à discussion. Il y a des tas d'expériences qui sont en train de se monter pour les détecter, des expériences très intéressantes. Donc, si vraiment ces rayons cosmiques de très très haute énergie étaient détectés, ça veut dire qu'il faudrait comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans la manière dont on analyse ça, mais je ne pense pas que ça ressorte de la physique fondamentale, ça ressort plutôt des interactions que ces photons pourraient avoir dans le champ magnétique de la galaxie, par exemple, ou même de l'espace intergalactique. Donc ça, c'est pas une question vraiment de ce que j'appellerais la physique fondamentale. C'est très intéressant aussi, mais c'est différent. Et peut-être que si, peut-être que finalement, si on ne trouve pas de réponse, disons, dans la géométrie de la propagation des rayons cosmiques, ça veut dire que ça poserait peut-être un problème de physique fondamentale, mais on n'en est pas à dire qu'il y a là quelque chose qui nous donne des indices que notre physique fondamentale ne fonctionnerait pas. Une autre question? Ici, il y a une autre question, oui. Bonsoir, je voudrais poser une question à M. Klein. En quoi la philosophie vous aide-t-elle si elle vous aide dans vos recherches? Moi, c'est pas une aide, hein, c'est un problème. Non, je ne pense pas. Enfin, d'abord, je suis pas philosophe, contrairement à ce qu'il dit sur le transparent. Simplement, non, mais c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il me semble que de temps en temps, la physique, notamment, elle l'a beaucoup fait au XXe siècle, produit des découvertes philosophiques négatives, comme disait un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty. C'est-à-dire, il y a des résultats qui viennent changer la façon de poser certaines questions philosophiques. Par exemple, les philosophes se sont intéressés au lien entre matière et substance, matière, substance et masse, par exemple. On peut traiter de cette question-là en philosophe. Et puis, la découverte du Higgs vient réinterroger cette association. Si les physiciens ne le disent pas aux philosophes, on va rater une occasion de penser. Et donc moi, mon travail, c'est d'essayer d'amener des résultats de physique pour que les philosophes changent sur certaines questions, pas toutes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas concernés par ces découvertes-là, mais ceux qui s'intéressent à certaines questions ont tout intérêt à intégrer dans leur réflexion des résultats qui viennent de la physique. La question du temps, c'est pareil, hein. Il y a des systèmes philosophiques très complets, très élaborés sur le temps, chez Kant, chez Husserl, ou chez Heidegger, ou chez d'autres, mais il y a aussi Einstein. Et donc, si vous êtes philosophe, même disciple de Heidegger, vous devez regarder si ce qu'Heidegger a dit sur le temps est compatible, pas compatible avec ce qu'Einstein a démontré. Et donc, vous voyez, c'est pas un travail d'aide qui viendrait de la philosophie pour que le physicien se sente moins seul, c'est juste un travail de mise en connexion d'une rhétorique avec des résultats. Est-ce que la rhétorique est insensible aux résultats ou est-ce que de temps en temps, il y a lieu de retravailler la rhétorique? Merci, monsieur. C'est vraiment une source de souci, hein, pas du tout une aide. Oui, l'hypothèse masse cachée induit des valeurs de masse étonnantes par rapport à des modèles réduits. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous appelez des modèles réduits? Des volumes réduits, pardon. Pardon, des volumes réduits. Qu'en est-il? Je ne vois pas très bien la question. Si vous voulez, par exemple, dans une galaxie, c'est typiquement un endroit où on arrive à faire des analyses assez précises, assez convaincantes. Si on veut expliquer la dynamique des galaxies par la masse cachée, ça veut dire qu'il faut en avoir environ 10 fois plus que la composante visible. C'est ça votre question dans ce domaine? Mais ça veut dire aussi qu'elle doit être concentrée dans la galaxie ou autour de la galaxie. Ça ne peut pas être quelque chose qui serait réparti dans tout l'univers. C'est quelque chose qui doit être vraiment concentré dans les galaxies, dans les amas de galaxies. Et bien entendu, on se demande comment... D'abord, on aimerait savoir ce que c'est, puis ensuite, comment elle s'est formée, d'où elle vient, quelles sont ses caractéristiques, etc. Voilà toutes les questions qu'on se pose. Et il se trouve que cette masse cachée, bien entendu, sa propriété, la seule par laquelle on puisse la tester,
c'est qu'elle modifie la courbure de l'espace-temps. Et comme je vous l'ai dit, on peut analyser la courbure de l'espace-temps par la cinématique ou la dynamique des objets. C'est la manière dont on est arrivé à cette hypothèse de masse cachée. Mais il y a un autre moyen de mettre en évidence la courbure de l'espace-temps, qui est que dans un espace-temps courbe, les rayons lumineux se propagent d'une manière déformée, si vous voulez. Et cette déformation crée des phénomènes optiques qu'on appelle des phénomènes de lentille gravitationnelle. C'est-à-dire, si j'observe une galaxie très lointaine, les rayons lumineux arrivant de cette galaxie traversent l'univers déformé, et finalement, l'univers déformé se comporte comme un système optique avec des lentilles, mais des lentilles très imparfaites, qui déformeraient la galaxie, qui l'aplatissent, qui l'allongent, ou même qui en donnent plusieurs images. Et ces effets, on les observe maintenant très bien. Ils avaient été prévus par Einstein, d'ailleurs, très rapidement. On en observe beaucoup, on en observait des centaines, sinon des milliers aujourd'hui. Et en analysant ces effets, puisqu'ils sont dus à la courbure des rayons lumineux qui elles-mêmes dépendent de la courbure d'espace-temps, eh bien on arrive à reconstituer la courbure de l'espace-temps, enfin en tout cas certains aspects de cette courbure. Et encore une fois, par le même genre d'analyse que tout à l'heure, on cherche quelle peut être la distribution de masse-énergie à l'origine de cette courbure. Et ce raisonnement, finalement, nous confirme qu'il doit y avoir une source de matière-énergie davantage que ce que l'on voit. Autrement dit, ça confirme qu'il y a bien un problème et que ce problème pourrait avoir comme solution la masse cachée ou bien les autres solutions auxquelles on a fait allusion. Et ça nous donne beaucoup de précision. Allez-y, monsieur. Oui, une question pour monsieur Klein. Est-ce que les études actuelles sur la matière noire ou l'énergie noire peuvent être connectées aux études de la compréhension de la non-localité en physique quantique? Alors j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Et je crois que non. Enfin, en tout cas, si on prend par exemple ce qu'on appelle l'extension supersymétrique du modèle standard, qui propose en tout cas des candidats pour la matière noire. Qui est exclu. Pardon ? C'est exclu aujourd'hui, ça. Elle n'est pas complètement morte, hein, mais bon, disons qu'elle n'est pas en forme, cette théorie, mais donc, ce sont des particules comme les autres, si vous voulez, donc ne repose pas d'une façon originale la question de la non-localité. Mais pour vraiment répondre à votre question, il faudrait connaître la réponse à la question de la matière noire. Bon, mais il y a une chose qu'on peut peut-être dire, c'est que la physique quantique, d'une certaine manière, doit s'appliquer à l'univers dans son ensemble. On ne sait pas traiter ça, parce que ça impliquerait de savoir traiter la gravité, mais si un jour on trouve une théorie de gravité quantique, une des applications serait la cosmologie quantique. Et la cosmologie quantique, ça veut dire que d'une certaine manière, le comportement de l'univers serait de nature quantique lui aussi. Bon, aujourd'hui, on observe un comportement de l'univers qui n'a pas l'air d'être quantique, qu'on arrive à décrire avec des modèles classiques, mais peut-être que dans ces instants primordiaux, l'univers aurait eu un comportement quantique qu'on ne sait pas encore bien décrire, mais il est possible que cette accélération de l'univers soit à l'origine de cette période. Et dire que l'univers a un comportement quantique, c'est évidemment dire qu'il y a une non-localité qui s'applique. Aujourd'hui, cette non-localité, elle est perdue. Elle est perdue à cause d'un phénomène qui s'appelle la décohérence. C'est-à-dire que tout interagit un petit peu avec tout, et quand tout interagit avec tout, disons, la cohérence des choses n'est pas complètement perdue, mais elle est diluée, et donc ces effets sont absolument indécelables, et on ne peut pas penser, je crois, qu'ils soient à l'origine de quelque chose qui s'observe actuellement. On va prendre une dernière question, là-bas. Merci. Ma question est par rapport au vide qui n'est pas vide, autrement dit la mer de Dirac ou le vide quantique. Est-ce que ce n'est pas une réhabilitation du problème de l'éther qui s'était posé, je crois, au XVIIIe siècle avec Marley et Michelson, et qui pourrait éventuellement expliquer la simple propagation de la lumière, en fait? Moi, je peux dire un mot, puis tu compléteras, Marc. Mais bon, l'éther, il réapparaît régulièrement, il est tué régulièrement, puis il réapparaît sous d'autres formes. On ne parle pas toujours du même éther. On peut évidemment dire que le champ de Higgs, c'est un éther.
Oui. On peut dire que les champs quantiques dans leur état fondamental, qui constituent le vide quantique, c'est une autre forme d'éther, mais ce n'est pas l'éther luminifère dont on parlait au XIXe siècle pour expliquer la propagation de la lumière. Donc cet éther-là, il est mort avec la relativité. À l'article d'Einstein de 1905, il proclame la mort de l'éther luminifère. Bon. Après, il y a d'autres éthers qui sont arrivés, et certains d'entre eux, comme l'éther associé au vide quantique, qui ne sont pas près de mourir. C'est l'éther qui vient du... On peut l'appeler éther si on veut, mais ça crée une ambiguïté, et je pense qu'il vaut mieux l'appeler vide quantique. C'est l'idée que quand on a retiré toutes les particules en physique quantique, il reste le champ dans l'état de plus basse énergie qui n'est pas nul. Donc il y a le champ quantique dans son état fondamental qui est là, même si les particules correspondant à ce champ ne sont pas vraiment réelles, elles ne sont pas vraiment incarnées, elles n'ont pas leur énergie, ou l'énergie qui leur permet d'exister vraiment. On peut l'appeler éther, mais je pense que ça serait confusant, comme disaient les Anglais. Tu es d'accord avec ça ? Oui, mais justement, une des différences, même des oppositions entre la physique quantique et la relativité einsteinienne, c'est que la conception du vide, ou peut-être on peut l'appeler éther, je ne sais pas, est complètement différente dans les deux cas. Et le conflit qu'il y a actuellement à propos de l'accélération de l'univers, que certains veulent expliquer par ce qu'ils appellent une énergie noire et d'autres par la constante cosmologique, j'analyse ça comme un aspect du conflit entre ces deux visions de la physique. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'énergie noire, c'est précisément cette fameuse énergie du vide dont on a parlé tout à l'heure, qui n'existe pas encore, mais l'idée d'énergie noire suppose qu'un jour on aura une théorie qui justifie l'existence d'une sorte d'énergie du vide et que à ce moment-là, on pourrait expliquer par ceci l'accélération de l'univers. L'hypothèse constante cosmologique, qui marche aussi bien, qui marche même beaucoup mieux à mon avis, c'est autre chose. Ça consiste à dire que l'explication de l'accélération de l'univers n'a rien à voir avec la physique des particules ou la physique quantique, mais que c'est finalement le vide, l'état fondamental de la relativité, qui, au lieu d'être sans courbure, possède une courbure. Et cette courbure, c'est exactement ce qu'on appelle la constante cosmologique. Donc vous voyez que l'explication de l'accélération de l'univers, pour les uns, c'est plutôt du côté du vide de la physique quantique, de l'éther de la physique quantique, si vous voulez, y compris le champ de Higgs d'ailleurs. Et de l'autre côté, c'est plutôt le vide de la théorie de la relativité générale. Bon, sachant que toutes ces choses-là, il faut les définir. Et pour terminer, un des problèmes justement de la théorie de Newton à l'époque, dès que Newton avait introduit cette interaction qui s'appelle la gravitation, qui agit à distance. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les physiciens. Comment, par exemple, le Soleil peut agir sur la Terre sans le toucher ? Quelque chose qui se propage, mais se propage dans quoi ? Se propage dans le vide. Mais si le vide a la propriété d'être le support de la propagation de la gravitation, ça veut dire que ce vide n'est pas tout à fait rien. Il a au moins cette propriété, et quand il a cette propriété, on l'appelle l'éther, non plus l'éther luminifère, mais l'éther gravitationnel. Donc Newton avait plus ou moins introduit quelque chose comme ça qui s'appelle l'éther gravitationnel, mais c'est toujours pareil. Cet éther, on dit que ça existe pour répondre à une question d'ordre un peu ontologique, et puis quand on essaye de le mettre en évidence, de définir ses propriétés, on n'y arrive pas. Et finalement, lorsque Einstein introduit la relativité générale et il dit la gravitation, c'est la courbure de l'espace-temps, eh bien la courbure de l'espace-temps, c'est exactement ça. C'est le support de la propagation de la gravitation. Donc d'une certaine manière, Einstein, alors qu'avec la relativité restreinte, il a éliminé l'éther luminifère, avec la relativité générale, il a concrétisé l'éther gravitationnel. C'est-à-dire il a assimilé l'éther gravitationnel à la courbure de l'espace-temps. Mais on ne peut plus, dans ce cas-là, assimiler l'éther au vide, parce que le vide, ça serait un état soit sans courbure, soit, si l'on croit à la constante cosmologique, avec une courbure, mais partout constante, l'effet de cette courbure étant précisément l'accélération de l'univers sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Voilà, je crois qu'on va arrêter là. On peut refaire l'univers, la masse, la matière, toutes ces questions jusqu'à plus d'heures. Il faut y mettre un terme. Et vous, merci beaucoup. Et surtout, restez curieux, comme vous l'êtes. Ces discussions sur le boson de Higgs, la masse, continuent demain au Palais de la Découverte avec Jean Iliopoulos,
chercheur émérite au CNRS et membre de l'Académie des sciences, et Achille Stokchi, qui viendra demain nous raconter les 50 ans de la chasse au boson de Higgs. Et nous aurons aussi des démonstrations, et c'est pour ça que ça se passe au Palais de la Découverte, avec le matériel du Palais de la Découverte, et c'est Guillaume Trapp, qui est là quelque part, qui va vous présenter ces expériences. Et puis n'oubliez pas qu'ici, à la Cité des Sciences, il y a une exposition permanente qui s'appelle Le Grand Récit de l'Univers et qui raconte un certain nombre des thèmes qui ont été traités ici et exposition qui a eu pour commissaire Marc Lachiaiseray et Étienne Klein ici présents et Roland Lehoucq. Voilà, à très bientôt.